Route, piste, gazon, trail, tapis, neige, bref. Il existe de nombreuses surfaces sur lesquelles vous pouvez courir. Chacune va avoir ses avantages et certaines pourraient même augmenter votre risque de blessure et d'autres pourraient améliorer vos performances. Dans cette vidéo, on va creuser cette question ensemble et on va voir si on peut trouver un peu de science pour baquer tout ça. Le gros avantage de cette surface, c'est qu'elle a une restitution quasi maximale de votre énergie élastique. La raison étant que c'est une surface ultra dure, cela signifie en théorie que l'impact sur votre corps est maximal. À première vue, on pourrait croire que c'est un problème, pourtant en termes d'adaptation pure, c'est plutôt une bonne chose. Cela signifie un maximum d'adaptation sur le système musculo-squelettique, les tendons, les ligaments, etc. En d'autres mots, votre corps devient plus fort. D'autre part, c'est également optimal pour faire vos meilleures performances. On pense souvent que les surfaces souples sont la solution magique en termes de risque de blessure, mais il semblerait que ce soit pas aussi simple. Par exemple, cette étude a démontré que lorsque la surface de course change, le corps s'adapte très vite, notamment via un changement de tension musculaire dans les jambes. Lorsque vous passez d'une surface dure à quelque chose de plus doux, votre jambe d'appui se raidit et vous appliquez naturellement une plus grande force au sol pour équilibrer en fait la surface moins stable. Ensuite, il y a la piste, très populaire pour les intervalles courts ou semi-longs. En vrai, c'est la surface sur laquelle j'ai l'avis le plus mitigé et je vais vous expliquer pourquoi. D'une part, il y a le facteur psychologique. Quand on rentre sur la piste, bordel, quand on rentre sur la piste, il y a un truc dans le cerveau qui s'allume. Genre on rentre sur la piste là, puis on se dit oh faut courir vite. Nombreux sont les coureurs vraiment qui voient la piste comme une surface sur laquelle on doit forcément courir vite, voire très très vite. Et je dirais que c'est le principal problème de la piste. Essayez de vous rappeler des séances où vous avez le plus exagéré. Je suis prêt à parier que pour une grande partie d'entre vous, c'était sur la piste. Dites-moi en commentaire si j'ai raison ou si j'ai tort, en vrai je serais vraiment curieux de le savoir. Deuxième problème avec la piste provient du fait de tourner toujours dans le même sens en fait. Courir beaucoup de séances de qualité dans le même sens, ça peut créer un débalancement musculaire entre le côté droit et le côté gauche, et quand on y pense, ça fait du sens puisque 5 km sur piste de 200 mètres, c'est quand même 50 tournants. En regardant du côté des études scientifiques, on a cette étude publiée en 2000 dans laquelle les auteurs concluent que le fait de s'entraîner sur une piste peut altérer la biomécanique, notamment du pied. Les chercheurs avaient mesuré la force du pied avant et après la saison sur piste. Leurs résultats démontrent qu'il y a une asymétrie dans l'augmentation de la force d'inversion du pied arrière de la jambe extérieure et de la force d'inversion du pied arrière de la jambe intérieure. Bref, si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, mais en gros, des forces différentes sont appliquées des deux côtés du corps. Toutefois, ce débalancement musculaire au niveau du pied ne permettait pas de discriminer les coureurs blessés des non blessés, donc voilà, tout ça c'est à prendre avec des pincettes. Il y a aussi cette étude plus récente qui a démontré que le fessier moyen du côté extérieur à la piste était plus sollicité chez des coureuses s'entraînant sur la piste. L'autre point à considérer, c'est la dureté de la surface. En juillet dernier, je suis allé rendre visite à un ami en Gaspésie. On a couru sur une vieille piste vraiment mal entretenue qui n'avait jamais été rénovée. Elle était extrêmement dure et je me sentais vraiment plus courbaturé que d'habitude. Voilà, rien de scientifique, juste un ressenti comme ça. En revanche, si vous avez la chance d'avoir une piste très neuve, voire un peu rebondissante, c'est probablement préférable pour votre corps. En résumé, je vous dirais de limiter vos séances sur piste à une par semaine, voire aucune, durant la prépa générale. Ça peut très bien marcher, c'est ce qu'on avait fait la saison dernière à cause du Covid, et j'avais fait une de mes meilleures saisons en termes de volume, progression, record personnel, etc. Ensuite, on a le tapis roulant. On entend beaucoup de choses sur le tapis du genre « c'est pas pareil de courir sur le tapis que dehors » ou encore « le tapis c'est plus facile », etc. Bref, essayons de voir ça ensemble. Premier truc, si vous courez sur tapis, c'est important que vous mettiez une inclinaison de 1 voire 1,5%. Ça compense notamment pour l'absence du vent. Comme vous courez sur place, ça permet d'avoir un effort équivalent à la course que vous feriez en extérieur pour une même vitesse. Puis j'ai aussi la sensation personnelle que la foulée tape un peu moins aussi sur le tapis quand on met de l'inclinaison. Aussi sur le tapis, votre température corporelle risque d'être plus élevée justement à cause de cette absence de vent de face. Je vous conseille donc d'avoir un ventilateur face à vous si c'est possible et aussi de vous hydrater tout au long de l'effort. Vous savez pourquoi j'aime vraiment le tapis ? Parce que son principal avantage, c'est de pouvoir fixer une vitesse précise et donc contrairement à la piste où on a tendance un peu à exagérer, sur tapis, il suffit de programmer la séance et après on suit le rythme imposé, point barre. De ce point de vue là, c'est vraiment un formidable outil et ça m'étonne pas de voir des coureurs élites l'utiliser sur une base régulière. C'est le cas par exemple de Jacob ou de Mo Farah à l'époque. Jacob, il semble faire beaucoup de kilomètres sur le tapis
Et ça fait sens quand on sait que la philosophie des Ingebretsen, elle est très orientée vers le respect minutieux de l'allure d'entraînement. Niveau risque de blessure, j'ai été assez surpris d'apprendre que le tapis n'était pas associé à un risque de blessure plus faible. Cette étude par exemple démontre que la course sur tapis entraîne une plus grande charge du tendon d'Achille par rapport à la course en extérieur. L'autre chose à surveiller avec le tapis, c'est la vitesse indiquée qui peut être différente de la vitesse réelle si le tapis est mal calibré, ce qui semble être assez fréquent. De façon générale, je trouve que les séances sur tapis, elles sont un peu plus difficiles que les séances en extérieur. D'une part parce que l'allure est constante, ce qui n'arrive jamais en extérieur. D'autre part parce qu'à haute vitesse, on a l'impression de devoir rattraper le tapis et comme le rythme il est imposé, je trouve ça un poil plus difficile, surtout quand on n'est pas habitué. Autre avantage du tapis, c'est en retour de blessure. Contrairement à la course, en extérieur, vous pouvez arrêter le tapis à la moindre douleur ou inconfort, ce qui vous permet d'avoir une meilleure gestion de votre charge d'entraînement. Et finalement, j'aime beaucoup le tapis parce que ça me permet en fait de me divertir durant un long jog facile. Je peux regarder YouTube, je peux regarder Twitch, mon petit popcorn. Ça rend le jog vraiment plus plaisant et du coup c'est cool. En résumé, le tapis c'est un outil très intéressant pour tous les types de séances, du jog facile aux séances de vitesse, voire même pour vos sorties longues. Il vous permet de fixer tous les paramètres vous-même et ça en fait un outil de performance très puissant pour les coureurs. Si vous avez de la chance, vous avez peut-être la possibilité de courir sur l'herbe, par exemple sur un stade d'athlétisme ou un terrain de soccer. En 2010, une étude a comparé les forces d'impact ainsi que leur répartition au niveau du pied entre la course sur gazon et le bitume. En résumé, les résultats démontrent que courir sur l'herbe, c'est associé à un temps de contact du pied au sol plus long et une meilleure répartition de la force d'impact sur l'ensemble du pied. A l'inverse, courir sur le bitume, ça provoque une plus grande charge sur l'arrière du pied latéral plutôt que sur la région médiale. Et dans cette étude, la course sur gazon produisait aussi des pics de pression jusqu'à 16% inférieurs à l'arrière du pied et sur les côtés de l'avant du pied par rapport aux autres surfaces de course. La pression maximale était supérieure de environ 13% à l'arrière du pied central et d'environ 12% à l'arrière du pied latéral lors de la course sur asphalte. Voilà, c'est très technique, mais en gros, ces résultats suggèrent que le gazon peut être une surface qui provoque des charges plus légères sur l'arrière du pied et l'avant du pied chez les coureurs. Toutefois, on ne sait pas si ça peut réellement avoir un impact sur le risque de blessure. Niveau performance, étant donné que l'herbe est une surface plus souple que le bitume, vous devrez donc dépenser plus d'énergie pour une même allure. C'est donc pas une super surface pour faire des performances et d'ailleurs ça se voit avec les chronos au cross-country. Il y a de nombreux athlètes de haut niveau qui font certaines de leurs séances de qualité sur gazon. Je pense par exemple aux anciens athlètes d'Alberto Salazar ou encore au Bowerman Track Club qui connaissent beaucoup de succès ces dernières années avec plusieurs coureurs qui ont fait sub 13 aux 5 km. Étant donné que les chronos sont moins pertinents sur gazon, je pense que ça en fait une surface idéal une fois par semaine si vous avez la chance de pouvoir faire une séance de qualité comme des intervalles. Vous serez aussi moins inquiété par le chrono et plus enclin à courir aux sensations. De plus, comme la surface est molle, il est probable que vos muscles travaillent davantage et ça c'est une bonne chose. Dernier conseil, essayez de courir un petit 5 minutes pieds nus sur le gazon après votre séance de qualité. Ça peut renforcer les muscles intrinsèques du pied et améliorer votre biomécanique générale. Ensuite, il y a les sentiers de trail. Dans cette catégorie, je mets autant les sentiers très techniques que les chemins plus souples avec un revêtement du type chemin de rando. Selon moi, les chemins un peu techniques sont excellents pour plusieurs raisons. D'une part, car les éléments accidentés type racines, bosses, etc. font davantage travailler la stabilité et les muscles stabilisateurs, les chevilles, les pieds, etc. De plus, les nombreux changements de direction comme ça, ça permet de solliciter d'autres muscles moins utilisés sur les autres surfaces telles que les hanches, un recrutement de la ceinture abdominale, etc. Niveau risque de blessure, je dirais que ça se situe entre le gazon et le bitume, donc c'est intéressant comme surface. Toutefois, je m'adresse aux coureurs sur route et aux pistards, faites attention de bien lever les pieds en trail car on a tendance un peu à sous-estimer le risque de chute qui n'est jamais bien loin et personnellement j'en ai fait les frais plusieurs fois. Niveau performance, si votre but c'est de courir vite sur des courses sur route ou sur piste, je vous recommande d'utiliser cette surface essentiellement pour faire votre jog facile, votre jog de récup ou même de temps en temps votre sortie longue qui est un peu lente, mais pas tout le temps. Finalement, on a des surfaces assez marginales mais qui doivent être quand même mentionnées. Le sable en premier, j'ai eu l'occasion de faire des sorties longues au Portugal exclusivement sur le sable et pieds nus. L'avantage c'est qu'il y a peu d'impact et ça muscle particulièrement les pieds, mais pas que. L'inconvénient, c'est que le sol est incliné, ce qui implique une asymétrie dans l'activation de vos muscles. Je vous recommande donc d'y aller progressif. L'autre problème, c'est qu'il est difficile d'atteindre une vitesse élevée, c'est donc surtout du travail aérobique et musculaire. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un coach australien très populaire dans les années 60
qui s'appelait Percy Wells Cerruti et qui a entraîné Herb Elliott. Quand Herb Elliott a commencé la course avec Cerruti, il courait environ 4 minutes 20 en mile. Et quelques années plus tard, il est devenu champion olympique avec un record du monde aux 1500 mètres en 3,35, ce qui est assez insane pour l'époque. Into the home straight, Elliott increasing speed, almost arrogantly disregarding the rest of the field. Up to the tape charged Elliott, a good 15 yards ahead of Ghazi, Rossavolgi third. Une particularité de leur entraînement, c'était de courir leurs séances de qualité sur la plage, dans le sable, dans les dunes. Sur internet, on peut trouver des vieilles images assez incroyables justement de leurs séances qui avaient l'air vraiment épuisantes pour le coup. Donc si vous avez des dunes près de chez vous, n'hésitez plus, c'est sûrement la clé de la progression. Et finalement, on a la course sur neige, un peu comme le sable, l'impact est plus faible, mais la stabilité est aussi moindre, ce qui oblige votre corps à plus travailler au niveau des chevilles notamment. C'est plutôt cool pour faire des jogs faciles, mais pas du tout adapté pour faire des séances de qualité. Alors petit conseil, utilisez une paire de chaussures de trail avec une gomme très molle pour mieux adhérer sur la neige. Bien sûr, vous devez faire preuve de prudence, la neige peut cacher une couche de glace et un petit moment d'inattention peut suffire à se retrouver le cul par terre. Je m'étais blessé de cette façon il y a quelques années, ça m'avait pris 3 mois pour revenir, bref. Pas super souvenir. Voilà pour les surfaces, avant de vous laisser, j'ai quelques conseils à vous partager. Premier conseil, ce serait de vous entraîner en priorité sur la surface sur laquelle vous allez compétitionner, disons au moins une fois par semaine. Sauf dans un cas si vous faites de la piste, dans ce cas précis je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en faire trop, surtout si vous êtes dans vos premières années de carrière, car c'est une des surfaces les plus agressives. Mon deuxième conseil, c'est d'appliquer le même principe que je prône en nutrition, soit la variété. Variez les surfaces, par exemple faites une partie de votre jog sur le gazon, une autre dans les sentiers, quelques-uns sur la route, et si vous avez cette chance, utilisez le tapis. Ensuite, pour vos séances de qualité en début de saison, privilégiez les surfaces plus souples comme le gazon ou le tapis ou les chemins en terre, puis transitionnez vers des séances sur piste et route progressivement. Finalement, vous pourriez faire votre sortie longue sur un chemin du type rando, ça sollicitera des muscles un peu différents et ça casse la routine. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt les coureurs, prenez soin de vous, ciao.